Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 22, vous avez le pouvoir. Oui, on a sollicité votre collaboration sur le groupe Les Top Top Moms ensemble sur Facebook pour connaître des questions sommeil réelles auxquelles je réponds aujourd'hui. J'en ai sélectionné 6 parce que sinon cet épisode aurait pu durer 4 saisons. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Et oui, aujourd'hui, Top Top Mom, j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable. J'ai décidé qu'on profiterait tout ensemble de mon expertise sommeil pour répondre à des vraies questions, de des vrais mômes comme toi qui se sont connectés sur le groupe Facebook de Top Top Moms ensemble sur Facebook. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une ressource et non pas une recette, une ressource infinie de trucs de moms sur Facebook. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à plus ou moins 14 000 abonnés sur ce magnifique groupe d'entraide entre Top Top Moms. Bien sûr, les Top Top Dads sont toujours bienvenus, mais je suis toujours flabbergastée par des élans de solidarité. Ce groupe d'entraide entièrement gratuit qui permet aux mamans en fait, de trouver réconfort, des réponses à leurs questions parce que Dieu sait que le motherhood en apporte quand même un lot très varié de questions qu'on peut se poser sur nos enfants. Fait que ça nous a fait plaisir de créer ce groupe-là, loin de se douter qu'il aurait une popularité aussi grandissante, aussi rapidement. Mais quand on veut des questions sommeil, c'est une excellente plateforme pour aller les chercher. Et si toi, tu as des questions sommeil, je t'invite à te connecter Top Top Moms ensemble sur Facebook. Alors, merci. Merci à toutes les Top Top Moms qui ont pris le temps de répondre. Comme je le disais d'entrée de jeu, on en a reçu quand même plusieurs parce que j'avais aussi fait la publication dans les stories sur notre compte Instagram. Donc, j'ai dû en sélectionner quand même des questions parce que sinon, j'aurais pu passer un an à répondre à des questions sommeil. Et là, avant de prendre la première question de Roxane, je tiens à préciser que la réponse aux questions d'aujourd'hui manque un peu de contexte, en ce sens que c'est des messages qui ont été écrits sur les réseaux, donc il n'y a pas eu nécessairement pas nécessairement, il n'y a pas eu du tout, il n'y a eu aucun dialogue. Donc, j'interprète à ma façon les questions qui m'ont été posées. Bon, bien entendu, depuis 2012, là, je lis des questions de sommeil, donc je pense avoir quand même bien interprété les besoins des Top Top Moms. Cependant, ce ne sera jamais aussi précis qu'un service personnalisé, soit le Pep Talk, la consultation privée, des services bedaine urbaine que tu peux retrouver sur notre plateforme en ligne. Donc, c'est toujours à prendre avec un grain de parcimonie, puis beaucoup de zones grises, parce que il y a des questions, j'ai même pas l'âge de l'enfant, donc je vais répondre grosso modo selon mon bon jugement et mon expertise sommeil, mais ce serait important d'avant de prendre ça pour du cash, puis même que je t'invite avant de prendre n'importe quelle information sommeil pour du cash, te dire « Ah, si c'est écrit sur les réseaux sociaux, ça doit être vrai », prends un pas de recul, décolle-toi de l'arbre, regarde la forêt. Et souviens-toi toujours la phrase magique que je dis à mon garçon Jacob Olivier, c'est pas parce que tu l'as vu sur TikTok que c'est nécessairement sécuritaire, vrai, recommandé et conseillé, you know? Donc, de toujours aller chercher peut-être un petit deuxième son de cloche, juste pour être certaine que tu sois bien aligné avec le développement de ton enfant, que ce que tu tentes ou ce que tu t'apprêtes à tenter comme truc de sommeil soit sécuritaire pour la santé et la sécurité de ton enfant. Donc, j'y vais avec la première question qui nous vient de Roxane qui dit « Mon bébé déteste la coquille. Les balades en auto, en poussette ne sont que des crises. Comment faire pour l'habituer, en fait, à dormir dans sa coquille? » Je me souviens très bien du moment où Roxane me posait cette question-là. En fait, j'avais fait une alerte urbaine. Oui, c'est un peu biaisé. Des alertes à la J d'une émission très populaire ici au Québec qui s'appelle Occupation Double. Et je ne porte pas un plaidoyer sur mon amour inconditionnel pour le personnage qui est Jay du Centre, que lui faisait des alertes à la J. Donc, nous, on a des alertes urbaines aussi à Poutine. Souvent, tu vas les voir passer dans mon stories, encore une fois, sur notre compte Instagram, quand la température le permet. J'invite les Top Top Moms à sortir dehors, à s'aérer le cerveau, à bouger pour leur santé, à partager des beaux moments avec leurs meilleurs amis. Bref, à ne pas rester encabanés à la maison parce que parfois,
quand on s'encabane à la maison et qu'on fait du sommeil de notre enfant une obsession, les journées peuvent devenir un petit peu longues. Donc, c'est le concept des alertes urbaines et des siestes poutines. C'est de dire, sors de chez vous. Non, ça ne brisera pas tous les efforts que tu mets peut-être à viser l'autonomie ou pas. Là. Donc, je dis que l'autonomie du sommeil est un outil parmi tant d'autres, mais n'est pas obligatoire. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui vont, et de parents qui vont s'empêcher de sortir à l'extérieur en se disant, oui, mais là, si je fais une sieste dans sa coquille, pour prendre l'exemple de Roxane, la poussette, le pauvre bébé, en voiture, en cours de dos, souvent, on a comme l'impression qu'on va venir bousiller un peu le travail qu'on a fait avec le sommeil de notre enfant, alors qu'au contraire, ça peut faire un bien fou pour le bonheur familial, puis justement, même favoriser le sommeil parce que ça nous permet un état de zénitude qui, parfois, est peut-être un petit peu plus difficile à atteindre quand on passe nos journées encabanées. Puis pourquoi sieste poutine? Mais bien entendu, la philosophie Bedaine Urbaine, très fière d'être québécoise, donc ça nous prenait un peu de poutine dans notre verbatim, mais c'est tout simplement un parallèle entre la vraie poutine qui se mange, là, les patates frites, le fromage qui fait squish-squish puis la sauce brune, et l'entraînement physique, comme la sieste poutine est à l'entraînement au dodo, en fait, c'est de trouver un équilibre, un genre d'arrêter de vouloir focuser, avoir une alimentation parfaite, mais de se rendre compte que si tu manges juste de la poutine, c'est peut-être pas nécessairement aligné avec tes objectifs de vie. Ça pourrait l'être aussi, hein, à chacun de ses objectifs de vie. Je suis pas en train de te dire que de manger une poutine à day, c'est nécessairement une mauvaise chose, mais il faut juste être conscient de ce que ça peut amener après comme effet collatéral. Et là, je m'explique. Oui, peut-être qu'effectivement, de faire dormir ton enfant dans sa poussette l'après-midi pourrait être un petit peu plus compliqué le lendemain si, parce qu'au Québec, des fois, il grêle en plein milieu d'une journée, puis on ne sait pas trop pourquoi. Donc, si la température, la journée d'après ne le permet pas, que tu ne veux pas dormir ton enfant dans son lit, oui, c'est effectivement possible qu'il y ait un réajustement à faire. Et ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de sortir la journée d'avant. C'est juste de réajuster avec le bébé qu'on a au moment où on essaie de faire une sieste ou au moment où il y a un endormissement. Il faut vraiment habituer nos enfants, je pense, à s'habituer à, oui, une routine parce que c'est très sécuritaire, mais il faut, dans les saines habitudes de sommeil, du moins comme nous, on le voit avec la philosophie pédagogique, c'est justement de donner cette possibilité-là à nos enfants, des opportunités de sommeil, pour reprendre les termes d'Evelyne Touchette, et de pouvoir s'endormir un peu n'importe où. Moi, je pense que c'est ça l'objectif final d'un entraînement au dodo, c'est qu'un enfant se sente suffisamment en sécurité et outillé pour être capable de s'abandonner un peu partout, sachant très bien que son premier répondant ne le quittera pas des yeux, du moins, ne le laissera pas se réveiller là toute seule. C'est pour ça un peu le concept des siestes poutines, c'est de permettre de trouver un équilibre dans les habitudes de sommeil de votre famille, tout en restant conscient qu'effectivement, si tu fais juste des siestes en poussette, c'est peut-être pas une mauvaise habitude pour ta famille, mais ça reste que c'est une habitude quand même. Et si du jour au lendemain, tu te dis, il dort très bien en poussette, mais il ne dort pas dans son lit, ben, ça reste que c'est une habitude qui est quand même un peu différente de dormir toute seule dans le noir à l'horizontale versus le mouvement, le bruit ambiant de la fameuse poussette. Donc, je reviens à la question de Roxane. Comment on fait pour habituer un bébé à dormir dans une coquille? Bon, la coquille, là, c'est vraiment un plan B très spécifique, là, sieste poutine. Et là, je m'arrête 2 secondes pour te dire si tu ne comprends absolument rien quand je parle plan A, plan B, que je parle de sieste poutine. C'est toutes des informations de Dervacim se retrouvent toutes à l'intérieur de nos Top Books, le Top Book tome 1 particulièrement, en vente sur bedaineurbaine.com pour te familiariser avec le verbatim de Bedaine Urbaine parce que, effectivement, si tu n'as pas eu recours à la philosophie Bedaine Urbaine, tu entends peut-être la fille au bout du micro parler chinois. Mais la coquille étant une sieste poutine ou un plan B vraiment spécifique, ben, la première chose, c'est que tu n'es pas obligé de mettre ton enfant dans sa coquille, dans sa poussette. Toujours suivre les recommandations du fabricant ou encore peut-être contacter un ostéo, un ergothérapeute, quelqu'un qui va pouvoir te parler plus du développement physique et moteur de ton enfant. Mais tu sais, la coquille dans la poussette n'est pas nécessaire, elle n'est pas obligatoire. En ce sens qu'on a souvent le réflexe de mettre la coquille sur nos poussettes parce que c'est très pratique. Une fois qu'on veut sortir les enfants de là, on n'a pas besoin de les sortir de la coquille. Donc, on n'a pas besoin de les réveiller. Mais tu sais, on sait que la coquille, c'est pas l'endroit idéal ou le plus sécuritaire pour un enfant de dormir. Je ne suis pas en train de démoniser les dodos en coquille, mais c'est important de suivre les recommandations du fabricant, particulièrement les recommandations aussi de Santé Canada. Donc, comment on fait pour habituer un enfant à dormir dans une coquille? Bien, moi, je pense que le problème, c'est peut-être la coquille dans la poussette. Fait que dépendamment de l'âge de ton enfant et si c'est sécuritaire pour sa santé et son bon développement, ça
colonne vertébrale de chou. Peut-être mettre l'enfant directement dans la poussette et non pas dans la coquille dans la poussette. Déjà là, ton enfant va se sentir beaucoup moins pris. Il y a des chances que ça fonctionne mieux. Autre chose, dormir en plan B, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Donc, tu pourrais dire, par exemple, moi, je dis n'importe quoi, mon enfant dort uniquement dans mes bras et j'aimerais ça qu'il dorme dans la poussette. Tu auras un plan B.1 d'une quinzaine de minutes d'essai dans la poussette. Puis après ça, tu tombes dans ton plan B.2 qui fonctionne à tout coup. Là, c'est sûr que si la sieste était pour 10 heures, par exemple, 9h45, tu vas commencer dans ton plan B.1, celui que tu aimerais intégrer à la routine. Puis à l'heure de la sieste habituelle ou la routine, le fameux 10 heures comme je l'ai pris dans l'exemple, là, tu vas tomber dans ton vrai plan B qui fonctionne à tout coup. Donc, tu as un plan A, plan B.1, puis tu as un plan B.2. Fait qu'on peut montrer à nos enfants à s'habituer à s'endormir dans des endroits différents d'autres que le lit, avec les mêmes concepts de plan A, plan B à la bedaine urbaine. Puis il y a une autre chose aussi que je voulais mentionner à propos des fameux plans B. Plan B, si je te fais un résumé, là, très bref, c'est de dormir n'importe où sauf dans son lit. La polyvalence du plan B est importante parce que les siestes en plan B ne sont pas tant l'irritant dans la routine comme quand tu es pogné toujours dans le même plan B. Particulièrement quand le plan B implique une certaine noirceur, une certaine orientation dans la chambre de ton enfant, puis là, tu es pogné pour fixer le plafond pendant 45 minutes à 1h30, parce qu'idéalement, un vrai plan B à la bedaine urbaine, c'est de laisser l'enfant se réveiller au même endroit où il s'est endormi. Donc, vous avez tout intérêt, totalement, à essayer de faire dormir votre enfant, un peu comme je l'ai dit avec la définition à la bedaine urbaine des saines habitudes de sommeil, de faire dormir votre enfant dans plusieurs plans B différents pour justement que le sommeil soit en phase avec les habitudes de vie de la famille. Deuxième question, ma chère Sarah, elle me pose la question quand et comment faire la transition de 2 à 3 siestes. Donc, c'est sûr et certain qu'encore une fois, apprendre avec parcimonie. Mon Dieu, je me prends pour Lady Whistledown dans Bridgerton. Parcimonie, c'est comme un trop beau mot pour mon vocabulaire habituel, mais prêtez-le-moi l'instant d'un moment. Donc, conseil que je vais donner, encore une fois, basé sur des moyennes théoriques du monde du sommeil de l'enfant, c'est toujours à ajuster et à écouter avec parcimonie, top mom. Mais habituellement, la transition de 3 à 2 siestes, et non pas de 2 à 3 siestes, excusez-moi, de 3 à 2 siestes, va arriver aux alentours de 8-10 mois en moyenne. Bien entendu, c'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. C'est pas je me lève un matin et mon enfant a besoin de 2 siestes plutôt que de 3. C'est vraiment quelque chose qui va se faire graduellement. Donc, de peut-être prendre le temps de justement de faire cette transition-là, d'offrir encore une fois l'opportunité de sommeil de ton enfant à ton enfant de faire une 3e sieste sans nécessairement tomber dans l'acharnement du power nap de fin de journée. Mais c'est une transition qui se fait de façon progressive. Bien entendu, plus ton enfant grandit, plus les périodes d'éveil vont devenir plus longues. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est à prendre en considération parce que ton horaire de journée va être différente. Donc, comme les périodes d'éveil sont plus longues, même si les périodes de sieste ne le sont pas, ça va étaler un peu plus les périodes de repos dans ta journée, ton mode jour, si je peux prendre l'expression. Donc, c'est comme ça qu'on en vient à couper, comme on dit en bon québécois, une sieste par jour. Toujours penser aussi que ton mode nuit dure de 10 à 12 heures. Donc, finalement, tu as un mode jour de plus ou moins 12 heures. Fait que c'est comme ça qu'on essaye d'étirer, en fait, les périodes d'éveil pour avoir moins de périodes de sieste. Fait que ça ne sert à rien d'essayer d'allonger les siestes. Ton enfant se réveille de bonne humeur. C'est probablement que pour ses besoins à lui, à ce moment-là dans la journée, il a bien dormi, que ses besoins de sommeil ont été suffisants à ce moment-là, mais c'est vraiment au niveau des périodes d'éveil qui rallongent qu'on réussit à éliminer la 3e sieste. Autre indicateur, quand l'endormissement du soir devient un peu plus long, souvent on va parler d'un manque de pression au sommeil en jargon, pas bedaine urbaine, mais en jargon sommeil. Alors, on sait que le sommeil et l'éveil fonctionnent en symbiose via un processus d'équilibre qui s'appelle le processus homéostasique. Des très beaux mots que je suis en train de te sortir là. Tu chercheras toutes les définitions sur ton moteur de recherche. Mais bref, la pression au sommeil, c'est l'explication de quand on se lève le matin, la pression au sommeil commence à s'accumuler, ce qui fait qu'un peu comme un bouton presto, on est capable de laisser diminuer cette pression-là avec un endormissement ou un apaisement en fin de journée. Fait que c'est vraiment
Le yin et le yang, c'est vraiment l'éveil et le sommeil. Puis, effectivement, quand nos enfants vont faire 3 siestes et que la pression au sommeil, que le presto sommeil n'aura pas eu le temps de se remplir à nouveau, ben c'est possible que ça peut provoquer ou ça peut amener un endormissement du soir qui devient un petit peu plus long. C'est là qu'on peut peut-être commencer à éliminer la 3e sieste. Et quand les siestes sont stables, habituellement, on va être capable de plus changer, ou du moins graduellement modifier l'horaire des siestes pour passer de 3 à 2 siestes par jour. Et comme je le disais, habituellement, c'est vers 8-10 mois en moyenne. Puis il n'y a pas un travail de top mom ou top dad à faire à ce niveau-là. Là, c'est vraiment quelque chose qui va venir naturellement puisque ton enfant grandit. Il a besoin, il est de plus en plus résistant, si je peux dire, à cette pression au sommeil-là. Donc, les siestes deviennent moins nombreuses jusqu'à 18 mois où, en moyenne, ton enfant fera une sieste par jour et jusqu'à 3 ans où la sieste peut devenir facultative. Et là, si tu as un enfant de 3 ans et que tu m'écoutes, tu dis oui, mais moi, j'aime bien quand mes 2 enfants font la sieste l'après-midi en même temps. Sache que ton 3 ans n'est pas obligé de savoir que la sieste est devenue facultative et ça peut devenir aussi un temps de repos si jamais ton 3 ans ne voulait vraiment plus dormir ou il y a quand même une différence entre ne plus vouloir dormir et ne plus avoir besoin de dormir. Ne plus vouloir dormir, on peut insister un petit peu plus, ne plus avoir besoin de dormir parce que la pression sommeil le soir n'est pas assez longue, parce qu'elle n'est pas assez forte, donc l'endormissement est plus long ou encore ça peut aussi nuire au sommeil de nuit. Ça, souvent, c'est des effets collatéraux là, d'un manque ou d'un trop plein de sommeil. Fait que là, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va venir analyser le sommeil en général de l'enfant sur une période de 24 heures, à savoir si vraiment la sieste est facultative ou pas. Mais si tu m'écoutes en ce moment, tu poses la question à savoir si ton enfant a encore besoin de dormir. Souvent, refus de dormir, mais va finalement s'endormir. Fait que ça, souvent, ça va être un enfant qui en a encore de besoin et s'endort n'importe où, sauf dans son lit. Ça aussi, c'est un indicateur que ton enfant a probablement encore besoin de sa sieste en après-midi. 3e question, Émilie, 17 1997. J'allais... Oui, j'ai recopié les noms exacts des mamans pour qu'elles se sentent vraiment concernées. Donc, Émilie 17 1997, je réponds à ta question. J'allaite avant chaque dodo, j'aimerais changer la routine. Est-ce que je change toutes les routines de sieste et de dodo ou je commence par le dodo et ensuite les siestes? La réponse courte, ce serait de commencer une chose à la fois, parce que de tout changer en même temps, je trouve que souvent, ça fait beaucoup de changements émotionnels dans la vie d'un enfant que de changer les routines de sommeil. Puis, comme on sait que le sommeil est quelque chose quand même de fragile et que tout changement émotionnel peut venir perturber les habitudes de sommeil d'un enfant, ben de tout modifier en même temps, je trouve que ça fait beaucoup pour un enfant et puis ça peut devenir aussi beaucoup pour un parent. Au niveau gestion sommeil, allaiter avant chaque dodo, c'est quand même quelque chose qui est j'ai pas le goût de dire recommandé, mais qui est quand même sain en ce sens que la succion permet la sécrétion d'endorphines. Donc, tu sais, oui, si tu veux sevrer ton allaitement, je comprends. Si le sein tu es devenu une suce ambulante, je peux comprendre aussi. Mais tu sais, il faut arrêter de démoniser l'allaitement avant le dodo. Hein. C'est quand même ce que j'appelle un somnifère pour enfants qui fonctionne quand même relativement bien. Donc, c'est pas une nécessité. Sauf si toi, tu en ressens le besoin d'éliminer le sein avant le dodo. Autre chose, effectivement, là, il y a une professionnelle dont j'oublie le nom. J'ai goût de dire Tracy Hogg, la charmeuse de bébé, mais je me trompe peut-être dans mes références. Peu importe, là, c'est Sleep, Eat, Play. Fait que ça, c'est Eat. Mon Dieu, mon cerveau bilingue a complètement disjoncté. Donc, c'est sommeil, manger, jouer. Sleep, Eat, Play. Ça, c'est vraiment une philosophie qui amène les parents, les parents, non, là, c'est les mamans, à allaiter au réveil de l'enfant et non pas pendant la routine. Donc, si tu voulais la modifier, c'est sûr et certain que là, de commencer par une sieste, si tu voulais modifier en prenant ce patron-là, ce serait pour une sieste par jour. Mais habituellement, moi, j'aime bien à moins que ce soit vraiment les siestes, la problématique primaire, dans la dynamique familiale, là, j'aime beaucoup
commencer par la nuit, parce que la nuit, on a toujours la fameuse mélatonine, hormone du sommeil, qui fonctionne avec la luminosité, qui finit par nous rendre service. C'est très rare qu'on va entendre un enfant passer une nuit blanche. Il y a des nuits très courtes, puis il y a des nuits qui sont très entrecoupées, mais des nuits blanches complètes, c'est quand même assez rare. Donc, souvent, si on me pose la question, que tous les défis dans la famille sont égaux, puis qu'on me pose la question par quoi commencer, on va commencer par le dodo de nuit, parce qu'un enfant qui dort la nuit, qui ne fait pas de sieste, c'est quand même déjà moins problématique qu'un enfant qui va faire des siestes qui ne va pas dormir la nuit, parce que nous, humains adultes, on a vraiment besoin de dormir la nuit pour aider à notre pression au sommeil. Donc, vite comme ça, je commencerai souvent, je vais vous dire 88% du temps, tiens, par le dodo de soir, mais comme là, elle voulait changer la routine d'allaitement avant le dodo, je commencerai une sieste par jour, idéalement celle du matin, parce que plus la journée avance, plus nos enfants sont fatigués, moins ils sont réceptifs à modifier leurs habitudes. Mais si, par exemple, toi, tu es une maman super active, puis que le matin, c'est ta sieste en poussette, puis ça te fait bien, puis que ça te permet de faire du social, puis de prendre l'air, ben, tu pourrais faire ça l'après-midi. Et là, ma recommandation, ce serait par contre de focuser surtout sur la même sieste. Donc, optimalement, celle du matin, optimalement plus, focuser sur la modification sur une sieste par jour, mais la même dans l'horaire pour avoir une certaine cohérence au niveau de la modification des habitudes et aider ton enfant à se retrouver dans ses nouvelles habitudes. Quatrième question. Caro Cara. Pas facile l'endormissement avec mon 2 ans et demi. Il comprend le principe, il reste couché, mais il bouge, il parle. On y se fait de dos. On y parle plus, on reste quand, on arrête on y parle pas. Et il s'endort après 60-90 minutes de, en bon québécois, gossage. Il y a une période de jeu fou après le souper. Jeu fou, concept que tu peux retrouver à l'intérieur de notre Top Book tome 2. Avez-vous des pistes à essayer pour nous? On est un peu à bout de patience et c'est comprenable. Terrific 2, 2 ans et demi, une crise d'adolescence dans un trop petit corps, besoin d'autonomie, besoin d'affirmation, n'ayant pas le vocabulaire, ni le développement moteur, du moins la motricité fine, encore moins la capacité à gérer mes émotions. Donc, le Terrific 2, moi, si j'avais à le traduire en une image, c'est un enfant de 2 ans qui essaie d'attacher sa fermeture éclair, qui ne réussit pas et qui, plutôt que de demander de l'aide, se tire à terre en crise de bacon, qui peut durer entre 1 minute et l'éternité. Ça ressemble un peu à ça, finalement, le Terrific 2. Donc oui, effectivement, c'est quand même une phase développementale, qui peut affecter le sommeil, point. Okay? Donc oui, effectivement, ça va venir jouer au niveau de l'endormissement. Oui, on parle beaucoup de sécurité et d'outiller nos enfants pour qu'ils soient capables de faire. Donc, de ce que je comprends de la dynamique de Caro Cara, c'est qu'on reste jusqu'à l'endormissement total. Parfois, la présence d'un parent peut devenir un facteur un stimuli ou un stimulus, hein? Un stimulus de stimuli, je pense. Bref, nuire, entre guillemets, là, et nuire à prendre avec des pincettes, s'il te plaît, Suzanne, là, je te nuis pas à l'endormissement de ton enfant, mais tu es tellement intéressante et j'ai tellement pas de questions à te poser que plutôt que d'essayer de m'abandonner vers le sommeil, je vais rester éveillée. Et plus le temps avance, plus je deviens fatiguée, plus je deviens difficile à stabiliser, à réconforter, à organiser, parce que plus la fatigue s'accumule, plus la pression au sommeil devient forte, plus c'est difficile de me contrôler. Ça peut même terminer souvent par « il reste dans ton lit, les dents bien serrées ». Qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais fait ça me lance la première pierre? Je l'ai déjà fait et c'est à peu près la pire chose que tu peux faire, perdre patience à l'heure de l'endormissement parce que ça désorganise vraiment ton enfant et rajoute là-dessus une petite couche de culpabilité de maman de « oh, il méritait vraiment pas ça ». Bref, c'est souvent un irritant que l'endormissement du soir, puis il ne faut pas perdre patience parce qu'en fait, on veut sécuriser notre enfant, puis si nous, on se désorganise, tu auras compris que notre enfant devient insécure et là, c'est là que l'apaisement ou le processus pour s'abandonner vers le sommeil devient un petit peu plus compliqué. Donc, je te parle aujourd'hui de retrait progressif. Pourquoi? Parce que là, clairement, ta présence
qui n'est plus nécessairement une béquille, qui n'est plus nécessairement de ce que je lis, là. Je suis en train de dire qu'on peut pas rester avec nos enfants jusqu'à temps qu'ils s'endorment, soit ça tente, puis ça va bien, puis que ça te gosse pas, puis que t'es pas à bout de patience. Tu peux le faire, mais là, je réponds à Caro Cara, qui, elle, semble être tannée de passer 60 à 90 minutes à accompagner son enfant. Donc, ce qu'on va faire, ça s'appelle le retrait progressif à l'endormissement. L'idéal, c'est de lire le Top Book, tome 2, mais l'idéal, c'est vraiment de comprendre le grand principe, mais je vais donner quand même les grandes lignes. Le nom le dit. Retrait progressif. Fait que c'est pas de partir en catimini pendant que ton enfant est en train d'essayer de s'abandonner vers le sommeil. C'est de rester avec ton enfant jusqu'à temps qu'il s'endorme réellement. Être très honnête avec lui. Tu vas t'endormir, je vais quitter la chambre. Je vais être soit dans ma chambre, soit dans la cuisine, de stabiliser l'enfant, de lui dire effectivement où on va être pour pas qu'il nous cherche pendant la nuit, surtout pas venir lui, j'ai le goût de dire, bullshiter que tu vas rester là toute la nuit, sachant que c'est pas vrai. On reste authentique, on reste vrai et on reste jusqu'à endormissement total. 3, 4, 5 nuits. Si tout se passe bien, que si l'enfant est sécure, qu'on voit une amélioration, qu'il y a moins de questions, que les pleurs sont moins intenses, qu'on sent que notre enfant commence à s'habituer tranquillement à cette routine-là, on va prendre notre chaise, notre banc, ta balançoire, ton hamac, peu importe, et tu vas le reculer à une distance où ton enfant ne paniquera pas. Donc, on ne part pas de « je suis dans ton lit » à « je suis dans le cadre de pas ». C'est une trop grosse distance. Selon mon œil nu d'enfant, tu es maintenant rendu au Japon. Et ça, c'est déstabilisant. Donc, on va reculer à une distance où nous, on sait en tant que parents qu'on se recule vers la porte, mais à une distance pas tant perceptible à l'œil de ton tout petit pour éviter qu'il panique parce qu'il sent que tu t'en vas. Et là, l'autre chose, c'est de stabiliser cette nouvelle endroit-là, ce nouvel objectif-là pendant 3, 4, 5 jours, voir comment ton enfant réagit. Et si ça va bien, tu recules encore. À une distance où ton enfant ne panique pas et à une distance où toi, tu t'encourages parce que tu vois bien qu'un jour, tu vas être dans le cadre de porte, un jour l'autre côté de la porte et un jour que tu vas être capable de te promener dans la cuisine ou dans toute ta maison en utilisant la technique du test de son. Principe aussi bien expliqué dans nos outils. Donc, 5e question. Donc, retrait progressif à l'endormissement. Caro Cara, c'est ta meilleure option, du moins selon la méthode bedaine urbaine. 5e question, Alexandra Bisaillon. Mon beau Louis, loulou chéri, dis-moi, et dès que je le couche dans son lit, qu'il soit somnolent, endormi, complètement réveillé, il hurle. Si je le laisse pleurer un peu, espérant qu'il se calme seul, c'est pire, il est 100% réveillé, plus dur à endormir. Et je n'en peux plus du cododo. Donc, on ne parle pas de cododo sécuritaire ici, mais je vais te parler d'un plan A en méthode 80% sans pleurs, 20% alternative, tout sur une période donnée. Donc, non, on ne le laissera pas pleurer. Concept quand même différent, même du 5, 10, 15. Laisser pleurer. Ce concept qui n'est pas très bon pour le développement de mon enfant, mais en même temps, si ça t'est arrivé une fois, tape ta poste sur la tête, ça arrive au meilleur d'entre nous, je t'en dis. Mais bon, laisser pleurer tout seul dans le noir, théoriquement ou humainement parlant, on ne fait pas ça, là, que ce soit ta meilleure amie Julie, ta collègue ou ton bébé. Laisser un humain qui a un besoin de réconfort, de proximité, qui a quelque chose qui cloche, demander de gérer sa fougère par lui-même, ça peut être un petit peu difficile. Tu sais? Fait que non, laisser pleurer n'est pas synonyme d'entraînement au dodo, ou entraînement au dodo n'est pas synonyme de laisser pleurer. Ça, d'ailleurs, aussi, on s'en parle, peut-être un autre épisode de balado sur le sujet, mais il y a tellement d'approches différentes pour stabiliser, améliorer, accompagner ton enfant vers un sommeil paisible de façon à ce que toi, tu sois en concordance avec tes valeurs, que si toi, tu décides de prendre une méthode de laisser pleurer libre à toi, mais tu sais, c'est pas là qu'on veut arriver avec un entraînement au sommeil. Ça n'a jamais été l'objectif, malgré les chronomètres, malgré les méthodes un peu plus bootcamp, de laisser pleurer un enfant versus viser l'autonomie du sommeil. C'est un monde de différence. Et quand on parle d'entraînement au sommeil, il y a 1 million de façons. Puis il y a autant de façons d'accompagner un enfant dans un entraînement au sommeil qu'il y a d'enfants sur Terre. On peut dire, arrête de me dire que tu n'avais pas le choix. Arrête de dire que tout le monde te disait de faire ça. Fait que tu t'es laissé entraîner dans cette façon-là, mais que toi, tu ne savais pas du
tout. Je veux dire, arrête-toi, là, je le parlais d'entrée de jeu d'école. L'école, ton nez de l'arbre et essaye d'explorer tes options avant d'en choisir une qui ne te répond pas, qui ne te correspond pas en tant que parent. Donc, quand on parle d'un 10 mois, beaucoup de sampleurs avec un peu d'alternative en plan A. Et puis là, bien évidemment, on fait évoluer les plans A en intensité, en durée. Donc, si par exemple, tes premiers essais duraient 10 minutes, dans 3, 4, 5 jours, on va faire 12 minutes. Puis ton 80% sampleur, 20% alternative va devenir 70% sampleur, 30% alternative. Donc, tu rajoutes de l'alternative au profit de la sampleur. 3, 4, 5 jours, tu réajustes. Tu regardes comment ton enfant réagit. Tu regardes comment toi, tu vas. S'il n'y a pas une poussée d'enfant qui s'est installée dans ta routine entre-temps. Puis après ça, ben, ton 70-30 va devenir 60-40. Sur ton 15 minutes, parce qu'on a pris le 12 minutes, on l'a transformé en 15 minutes d'essai, on augmente la durée et on augmente l'intensité en ayant de moins en moins d'interventions en méthode sampleur et de plus en plus d'interventions en méthode alternative. Fait que moi, ce serait la façon que je te recommanderais de le gérer. Sauf si, dis-moi, souvent les enfants vont se lever debout dans leur bassinette. Donc, tu pourrais toujours aussi avoir un peu d'autonome de rentrer-sortir. Fait que ça pourrait ressembler à 80% en sampleur, par exemple, 10% alternative, 10% autonome pour 10 minutes. Puis au bout de 3, 4, 5 jours, ben, d'analyser comment ça se passe pour notre beau Louis et de voir si on continue, on stabilise ou on change le plan complètement, dépendamment des réactions de l'enfant et aussi du ressenti du parent. Je trouve que c'est quelque chose on oublie des fois dans les approches plus pro-bébé. C'est-à-dire, oui, mais ton enfant, mais je veux dire, une maman, ça compte aussi, un papa, ça compte aussi. Tes besoins de sommeil sont valides. Ils se défendent très bien, là. Je veux dire, tout le monde a besoin de dormir parce que c'est un besoin physiologique. Fait que je pense que c'est un peu ce qui fait je me lance des fleurs ici. Ce qui fait la popularité de l'approche Bedenhoven, c'est justement de ne pas être pro-maman ni pro-bébé, mais d'être pro-choix. Si tu veux faire du pro-dodo, sécuritaire, d'éternité, moi, ça me fait plaisir. Si tu as besoin d'outils pour te libérer un petit peu les bras parce que tu commences à être un peu essoufflé de ton rôle de mère et que tu commences à trouver ça lourd, les endormissants à tous les jours, à toutes les siestes, il y a des outils qui sont doux, qui peuvent te ressembler. C'est aliénant, en fait, de penser qu'il y a des professionnels qui, maintenant, vont associer l'entraînement de dos à laisser pleurer, puisqu'on est rendu en 2024. Très bien que tout le monde se mette sur le diapason, puis de se rendre compte que de dire que de l'entraînement de dos, c'est de laisser pleurer, c'est exactement la même chose que de dire que l'entraînement physique, c'est le CrossFit. Ouvre tes œillères, Suzanne. Il y a plein de façons de faire. Comme je le disais, il y a autant de façons de faire qu'il y a d'enfants sur Terre. Alors, à toi de voir comment tu as le goût d'accompagner ton enfant à atteindre des objectifs sommeil qui sont réalistes selon son stade de développement, bien entendu, mais surtout à avoir des habitudes de sommeil qui vont bonifier ton bonheur familial. Donc, le but, c'est pas de faire dormir les enfants de façon uniforme non plus. On les couche toutes à la même heure, qui dorment toutes dans les mêmes gigoteuses, là. Le but, c'est d'augmenter ton indice de bonheur familial avec des outils qui te ressemblent et qui conviennent à ton enfant. 6e et dernière question, Florence. Flo, Gingras. Pourquoi je me permets un message familier? C'est que Florence est une amie virtuelle. Je le sais très bien. On se parle souvent sur Instagram. Et j'ai pris sa question parce qu'elle me demande, bon, elle commence par me lancer des fleurs. Elle dit que Jules d'amour, maintenant âgé de 21 mois, fait des super de dos grâce au miracle du sommeil. Alors, merci, Florence. Mais elle parle aussi que quand elle a arrêté son allaitement, Jules avait 15 mois, il a recommencé à prendre la suce. Il avait arrêté la suce à 6 mois. Il a repris la suce quand elle a sevré, en fait, son allaitement aux alentours de 15 mois. Et là, maintenant, le soir, ben, la routine de dos, c'est le biberon, la chanson et la suce. Finalement, il y a une grosse association qui s'est faite suce-dodo et elle ne semble pas être capable de dissocier la suce de l'endormissement. Bon, essayer objet de transition, etc., mais c'est vraiment sa gougou, la suce, qui l'appelle. Comment on fait pour dissocier la suce de l'endormissement? Beaucoup d'informations. Si la suce n'est pas un enjeu pour le sommeil, et cette information-là vient d'une équipe d'orthophonistes que j'affectionne particulièrement, c'est Fonds Orthophonie. Jusqu'à 3 ans, l'astuce pour le dodo
il n'y a aucun enjeu, sauf si peut-être il y a un professionnel de la santé qui te dit le contraire. Bien entendu, les conseils de bedaine urbaine ne devraient jamais primer sur les conseils qu'on te donne au niveau médical. Mais jusqu'à 3 ans, la suce pour le sommeil, c'est tel que tel parce qu'il y a très peu de chances d'un retard de langage puisqu'on dort, on parle pas. Et puis, ça reste une source de réconfort très forte, succion, endorphine. Donc, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Cependant, si tu es devenu préposé à la suce, que ton enfant n'est pas capable encore de la gérer de façon autonome, qu'il n'a pas la motricité suffisamment fine pour être capable de se réinstaller sa suce lui-même pendant la nuit, je peux comprendre que tu sois rendu à essayer de sevrer la suce à l'endormissement. Et encore une fois, on va parler de retrait progressif, mais non pas de retrait progressif à l'endormissement, mais bien de retrait progressif d'une béquille. Et là, dans le jargon bedaine urbaine, ma chère Florence, note ça quelque part, c'est que tu as toujours une partie de ton plan A qui se fait sans cette béquille-là, une partie du plan A avec la béquille, il y a un plan B avec béquille. Donc, je m'explique, arrive l'heure du soir avec le grand Jules d'amour, plutôt que de lui plugger directement la suce après les câlins. On se souvient de la routine biberon-chanson, câlin-suce. Bon, moi, je ferais biberon-chanson-câlin sans la suce. Par exemple, 1 minute et demie. Et là, je regarde comment je réagis. Au bout d'1 minute et demie, je lui donne sa suce. Dans 3, 4, 5 jours, je vais essayer 3 minutes. Et si ça ne fonctionne pas du tout, je lui redonne sa suce. Dans 3, 4, 5 jours, je vais essayer 4 minutes. Ça ne fonctionne pas du tout, je lui redonne sa suce. 3, 4, 5 jours, je vais essayer 5 minutes. Ça ne fonctionne pas du tout, je lui redonne la suce. Donc, la proportion du plan A sans la béquille augmente progressivement aux 3, 4, 5 jours. Et là, je t'entends écouter le balado. Je t'entends écouter un balado. Faut-tu que j'aille Louis assez fine? Mais je t'entends me dire pourquoi arrête pas de dire 3, 4, 5 jours? Pourquoi? C'est quoi ça, ce 3, 4, 5 jours-là? Souvent, quand on veut modifier les habitudes, on a tendance à y aller trop rapidement et c'est là qu'on n'est pas capable de rester constant dans notre changement d'habitude. Je reprends un exemple avec l'entraînement physique. Du jour au lendemain, toi, tu décides que tu ne manges plus de choconnerie. Choconnerie, c'est une contraction entre chocolat et cochonnerie qui vient de ma nièce Olivia. J'ai trouvé cette expression-là incroyablement trippante. Donc, tu décides de te remettre en forme, finis les choconneries, finis l'alcool, t'arrêtes de sortir, tu te couches tôt. Bref, tu essaies de tout changer tes habitudes en même temps. C'est possible que ce ne soit pas soutenable dans le temps parce que c'est comme si tu partais du bas de l'escalier puis là, tu voulais directement être en haut de l'escalier. C'est trop intense. C'est pas quelque chose que tu vas être capable de soutenir dans le temps. Tu vas être capable de faire ça quelques semaines, peut-être même quelques mois si tu es chanceuse, mais chasser le naturel et il revient au galop. Puis quand il revient au galop, souvent, il t'arrive direct dans le front, ça devient encore pire, tu manges plus de choconnerie qu'avant. Bref, c'est pas bon. Les extrêmes dans les changements, du moins ce que j'en pense personnellement et la philosophie bedaine urbaine, c'est pas tout le temps gagnant. Bien entendu, il y a des personnalités, là, tu sais, je dirais, arrêtez de boire du jour au lendemain, pouf! Jamais bu une goutte d'alcool. Il faut qu'on comprenne que ça, c'est pas la réalité, c'est pas la moyenne des gens, c'est l'exception. Donc, ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Mais que la majorité des êtres humains, quand on prend le temps de bien faire les choses, et de stabiliser entre chaque avancée, souvent, on va être capable de soutenir le rythme plus longtemps. Et c'est là qu'on est capable d'aller chercher ce qu'on appelle en anglais le compound effect, l'effet accumulé de ces bienfaits-là. Puis là, oh, c'est de plus en plus facile. Puis là, tu te motives tout seul. Puis le plan de match devient de plus en plus naturel, devient de plus en plus ancré dans les habitudes. C'est là qu'on est capable de réellement apporter des changements en dynamique de vie. Donc, ce 3 à 5 jours-là, dans le langage sommeil à la bedaine urbaine, c'est de dire, essaye quelque chose, mais change pas le lendemain pour un autre plan de match ou augmente pas l'intensité le lendemain. Laisse ton enfant atterrir, se déposer dans cette nouvelle façon de faire-là. Regarde comment il réagit. Regarde comment toi tu te sens par rapport à tout ça. Puis si ça va bien, on continue à évoluer. Fait que si je reprends un peu mon image d'escalier, c'est comme si ta marche durait 3, 4, 5 jours avant de prendre l'autre marche. Puis avant de prendre l'autre marche, de laisser ton enfant retrouver ses nouveaux repères dans ces nouvelles habitudes-là. C'est souvent ce qui fonctionne le mieux. Puis pourquoi 3 à 5 jours? Ben, c'est parce que chez les enfants qui sont plus réceptifs à ces changements-là, au bout de 3 jours, tu peux faire évoluer ton plan de match. Puis les enfants qui sont un petit peu plus frileux à ces changements-là, ben, au bout de 5 jours, on va venir réévaluer le plan de match, voir si on ne régresse pas dans le plan de match. Peut-être que c'était bien trop intense finalement ce qu'on a décidé de faire. On s'est trompé. On a le droit. On recule pour mieux réavancer par la suite.
ou encore les effets collatéraux de ce changement-là sont encore vraiment très présents. On va stabiliser. Ou si ça va bien, on va progresser. Fait que c'est ça, le fameux 3, 4, 5 jours, c'est que, je donne un autre exemple, là, oui, tu voudrais perdre du poids, mange une salade. OK, mais là, j'ai mangé une salade, puis j'ai toujours pas perdu une livre. Qu'est-ce qui se passe? Si tu es en train de me mentir, la salade fait engraisser. Es-tu une charlatane de salade? Non. C'est juste que tu manges quelques salades avant de voir les bienfaits sur ta santé physique. Fait que c'est un peu la même chose avec les changements d'habitude. J'essaie de faire comprendre aux parents que de modifier le plan de match à tous les soirs, c'est beaucoup plus déstabilisant qu'autre chose. Puis souvent, quand on change de plan de match à tous les soirs, on passe d'un extrême à l'autre. C'est très difficile pour les enfants de se sentir en sécurité. Puis on sait que de se sentir en sécurité, c'est une prémisse de base pour un sommeil paisible. Fait que l'idée, c'est vraiment de stabiliser en chaque avancée pour permettre à l'enfant de trouver ses repères, se poser en chaque avancée, mais aussi continuer d'avancer. Hey, ça fait 3 semaines que je fais exactement la même chose et j'ai aucun résultat. Ça, fille, c'est moi qui l'ai inventé. Mais la définition même de la folie selon Einstein, c'est de faire éternellement la même chose et espérer un résultat différent. Ça ne marche pas de même. Pour faire évoluer le plan de match, que ce soit à la baisse ou à la hausse, ou le statu quo si ça fonctionne bien, mais au bout de 3, 4, 5 jours, il faut qu'il se passe quelque chose. Quand moi, je le dis souvent dans les suivis de consultation privée, quand tu as un suivi d'1 mois avec la fille de bedaine urbaine, puis tu attends 3 semaines pour lui donner tes premières nouvelles, elle est toujours un petit peu découragée de lire justement ça fait 3 semaines qu'on prend la même affaire. Je ne sais pas pourquoi je prends ce ton-là, mais ça me fait de la peine, en fait. C'est plus un ton de tristesse qu'un ton de gnou que je devrais prendre, mais ça me fait toujours un peu de la peine de voir les gens qui vont s'obstiner à essayer la même chose trop longtemps. Si ça ne fonctionne pas au bout de 3, 4, 5 jours, ça vaut la peine de peut-être pas modifier le plan de match, mais au moins analyser ce qu'on fait, voir les actions qui sont posées, c'est quoi le plan de match. Parce que des fois, entre ce qu'on va se dire et ce qui est mis en application, il y a aussi un monde de différence. Il y a souvent beaucoup de bruit autour d'une même conversation, particulièrement quand on parle avec des parents qui sont fatigués. Donc, c'est important pour bien profiter de ces suivis-là, de faire des suivis serrés pour être certain qu'on avance adéquatement dans le processus. Donc, ma chère Flo-Flo, Alexandra, Caro Caran, Émilie 17 19 97, Sarah et Roxane, vous avez eu droit à des réponses précises à vos questions personnelles et ça me fait plaisir. Je me promets même à l'an 2 du balado de Bedaine urbaine d'en faire plus souvent des Q&A. On dirait que c'est un contenu très facile pour moi à enregistrer parce que j'ai pas besoin de me préparer. Je connais les réponses par cœur. Ça fait quand même depuis 2012 que je parle de sommeil à journée longue. Puis, j'ai vraiment l'impression qu'on s'en va quelque part avec le contenu sommeil du balado Top Top Mom et compagnie. Ça me fait vraiment plaisir de vous aider comme ça au cours d'un épisode à écouter en sieste poutine, justement. Et oui, si tu es attentif, je viens de spreader la surprise qu'il y aura effectivement l'an 2 du balado Bedaine urbaine. Top Top Mom et compagnie, ton balado Feel Good du Motherhood. Les stats sont bonnes, vous êtes là. C'est vraiment très chouette de savoir qu'un projet de balado dont j'avais si peur est devenu un outil pour vous aider. C'est aussi un outil de communication audio. Vous l'avez tellement demandé avec les livres audio qui n'arriveront probablement jamais. Donc, ça me fait plaisir que tu m'écoutes dans tes oreilles, que ce soit en train de tricoter une sieste poutine pendant que tu t'entraînes parce que tu es une top mom en forme. Bref, tous les moyens sont bons de m'écouter et toutes les raisons sont bonnes d'écouter Top Mom et compagnie. Donc, j'espère que même si ce n'était pas tes questions, ça t'a outillé sur quelques pistes à explorer avec le sommeil de ton enfant. Sinon, tu sais où nous trouver parce que les miracles du sommeil, ça, c'est nous autres. Hey Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Mom et compagnie.